Bonjour. Alors aujourd'hui, on a entre les mains un document assez fascinant. Oui, vraiment. C'est une déclaration politique du 11 février 2026. Elle est signée par le tout nouveau président élu du Cameroun, Issa Chiroma Bakary. Et ce n'est pas un discours anodin. Non, pas du tout. Il s'adresse directement et uniquement à la jeunesse de son pays. Et le timing est crucial. On est le 11 février 2026, donc à peine quelques mois après des élections qui se sont très mal terminées en octobre 2025. Oui. Le texte en parle d'ailleurs, il parle d'une répression violente. Exactement. Il y a une tension palpable, une méfiance qui est encore là, et c'est dans ce climat qu'il choisit de parler. C'est ça. Et en lisant ce texte, on a l'impression d'assister à un véritable exercice de communication politique. D'un côté, il doit reconnaître la souffrance, la colère. La colère d'une jeunesse qui a été, disons-le, matraquée. Absolument. Et de l'autre, il doit incarner l'espoir, un avenir, mais sans passer pour un politicien de plus qui fait des promesses en l'air. C'est tout le défi. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc de décortiquer ça. Comment il tente de réussir ce pari qui semble presque impossible. C'est ça. On va regarder la mécanique derrière les mots. Comment il essaye de marcher sur cette corde raide entre la rage du passé et la promesse du futur. Et on va voir que chaque mot est calculé. Alors allons-y. Le texte commence fort, très direct. Pas de chers compatriotes, pas de grandes envolées. Non, il plonge direct. Il plonge direct dans l'émotion de la jeunesse. Je sais votre fatigue, votre colère, votre découragement. Bon, commencer par l'empathie, c'est un peu le béaba de la com politique, non? Est-ce que c'est si malin? Alors oui, on pourrait le penser, mais c'est bien plus subtil qu'il n'y paraît. Ce n'est pas juste de l'empathie, en fait. C'est une forme d'appropriation de leur colère. Ah oui. En disant «je sais votre colère», il ne dit pas seulement «je vous comprends». Il dit «votre colère est légitime». Il la valide. Et en faisant ça, il se positionne non pas comme un pompier qui vient éteindre le feu. Mais comme celui qui va prendre le relais de leur combat. Exactement. C'est une sorte d'OPA sur leur révolte, si on veut. C'est très fort. Une OPA sur leur révolte, j'aime beaucoup l'image. Et il ne reste pas dans le flou, hein. Il met des chiffres sur la table, des chiffres terrifiants. Oui, il parle de la répression d'octobre 2025 et il mentionne des morts, des blessés, des arrestations, plus de 2500 détentions abusives. Ce chiffre, 2500, c'est un risque. C'est risqué, non? Ça ancre le drame dans une réalité brutale. Impossible à nier après ça. C'est un risque énorme, mais c'est un risque calculé. Il aurait pu dire de nombreuses arrestations. Restez vague. Bien sûr. Mais non, il donne un chiffre précis. Et ce faisant, il transforme ce qui était une rumeur ou une accusation de l'opposition en un fait historique, reconnu au plus haut sommet de l'État. Il dit «Ce que vous avez subi est réel. Voilà. Ce n'était pas une bavure, c'était une injustice de masse, et j'en prends acte.» Ça donne une crédibilité immense à tout ce qui va suivre dans le discours. Et puis à ce moment, pour moi c'est vraiment le plus fort de cette première partie. Je pense savoir de quoi vous parlez. Il isole une victime, il lui donne un nom, il écrit «La semaine dernière, Justina Hara est mort en détention. Il était jeune avec toute sa vie devant lui. Là, ça change tout. On n'est plus dans la politique. Ça vous prend aux tripes. C'est un coup de poing. La plupart des dirigeants resteraient dans l'abstraction des chiffres par prudence. Oui. Lui, il fait l'inverse. Il donne un visage à la tragédie. Justine Hara devient le symbole de tous les autres. Du coup, la promesse qui suit, sa mort ne restera pas impunie, elle sonne complètement différemment. Ce n'est plus une promesse administrative. Non, c'est un serment. Un serment fait sur la mémoire d'un jeune homme. C'est ce qui fait basculer le texte de la communication à l'engagement personnel. D'accord, donc, étape 1, il valide leur colère, il reconnaît leur souffrance de manière très concrète, très personnelle. C'est ça. Étape suivante, le diagnostic. Après le «je vous comprends», il explique le pourquoi du comment. Et là, il utilise cette phrase: «Une nation jeune ne peut pas avancer en bloquant sa jeunesse.» Une formule très forte. Encore une fois, ça sonne bien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il déplace l'accusation. Le problème, ce n'est pas la jeunesse qui serait difficile ou impatiente, Ce que d'autres auraient pu dire. absolument. Pour lui, le problème, c'est le système qui est sclérosé. Il parle de postes verrouillés, de mérite qui ne suffit plus. C'est très, très habile. Il ne pointe pas du doigt des individus. Ce qui créerait de nouvelles divisions. Exactement. Il pointe du doigt une structure, un système. Mais est-ce que ce n'est pas un peu facile de ne nommer aucun coupable, d'accuser une entité vague, le système, pour éviter de se fâcher avec des gens en place? On pourrait le voir comme ça, c'est vrai. Mais stratégiquement, c'est brillant.
En accusant un système abstrait, il peut rassembler tout le monde contre un ennemi commun. Même ceux qui ont participé au système. Même eux, potentiellement. Il ne dit pas vous, les anciens, vous êtes le problème. Il dit le système dans lequel nous étions tous est le problème. Il offre une porte de sortie honorable et il se positionne, lui, comme le seul capable de le réformer. Il ne vient pas pour purger, mais pour déverrouiller. C'est l'idée, Burju. Et c'est là qu'il enchaîne sur sa propre posture, avec ce qui se veut être une rupture totale. Il lance Je ne viens pas faire des promesses. Je viens avec une obligation, livrée. Le mot est fort. Alors là, entre nous, est-ce que ce n'est pas juste un coup de com'? Remplacer promesse par obligation, ça sonne plus fort, d'accord. Mais au final, ça reste des mots. Je comprends le cynisme. Il est même légitime après des décennies de promesses non tenues dans beaucoup de pays. Voilà. Mais la différence sémantique, ici, elle est fondamentale. Une promesse, c'est une intention, c'est moral. Une obligation de livrer, c'est un langage qui vient du monde de l'entreprise, du contrat. Ah oui, je vois. Ça implique une notion de résultat, de mesurabilité, de délivrable, comme on dit. Il se met volontairement dans une position où il pourrait être jugé sur des faits. C'est une façon de dire jugez-moi sur mes résultats. Précisément. Et si je n'en ai pas, alors j'aurais failli à mon contrat. C'est un bâton pour se faire battre. Et en le tendant lui-même, il crée un début de confiance. D'accord, il se met la pression tout seul. Mais alors, concrètement, comment il compte livrer? Il devient un peu plus précis ensuite. Oui, il passe à l'action. Il parle de lancer une transition générationnelle avec des choses comme l'accès réel aux responsabilités, des règles claires, la transparence. Oui, ça c'est la base. C'est les fondamentaux de la bonne gouvernance qu'il se doit de mentionner. Mais là où ça devient vraiment, vraiment intéressant, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Il zoome immédiatement sur l'économie et sur des secteurs très ciblés. L'entrepreneuriat, le numérique, l'agriculture moderne et la formation professionnelle. Ce n'est pas un catalogue, ça. C'est une stratégie claire. Pourquoi ces secteurs-là en particulier, d'après vous? Parce que ce sont les secteurs du 21e siècle où les barrières à l'entrée sont les plus faibles, D'accord. où la jeunesse a une agilité naturelle et où les fameux postes verrouillés par l'ancienne génération ont moins d'emprise. On ne peut pas bloquer l'accès au numérique comme on bloque un poste dans l'administration. Donc, en substance, il leur dit, je ne vais pas me battre pour vous faire une petite place dans l'ancien monde. Je vais financer le nouveau monde, celui où vous êtes déjà les rois. C'est un message qui est incroyablement puissant. C'est vrai que c'est bien joué. Mais juste après cette liste très concrète, le discours change de ton, de manière assez radicale. Il devient presque mystique. Ah oui, cette partie-là. Il annonce, et je vous le dis, quelque chose de grand arrive. Puis il parle d'un cadre pour que le peuple prenne sa place, s'organise, s'exprime et pèse. Attendez, après tout ce pragmatisme, il nous fait une annonce aussi floue. Franchement, ça ne sonne pas un peu creux. C'est certainement la partie la plus déroutante du discours, et je suis convaincu que c'est totalement intentionnel. Vous pensez? Absolument. Il a passé la première moitié à rassurer, à être concret, à donner des gages. Il a gagné un peu de crédibilité. Maintenant, il peut se permettre de créer du désir, de l'attente. Ce flou artistique, c'est une technique pour garder tout le monde en haleine. Donc c'est du teasing politique en fait. Exactement. C'est du teasing, ça pourrait être n'importe quoi, une nouvelle constitution, des assemblées citoyennes, un conseil de la jeunesse avec un vrai pouvoir, on ne sait pas. Et en ne disant rien, il oblige la jeunesse à rester mobilisée, à l'écoute, à spéculer. Il transforme la politique, qui peut être un peu ennuyeuse, en une sorte de série à suspense. On attend le prochain épisode. C'est une manière très moderne de maintenir l'engagement. Oui, et il conclut cette partie en disant « Vous en verrez bientôt la forme. Vous en verrez surtout la force. » Il promet un impact, pas juste un gadget institutionnel. C'est malin. Et pour boucler la boucle, il termine sur une note ultra personnelle. Il se met lui-même en garantie de tout le projet. C'est le clou du spectacle. Il rappelle son attitude passée face à la répression, puis il martèle cette espèce de mantra. Je suis Tiroma, je ne plie pas, je ne me cache pas et je ne trahis pas. C'est d'une force. Oui, mais est-ce que ça ne risque pas de sonner un peu arrogant, un peu culte de la personnalité, surtout pour une jeunesse qui se méfie des hommes forts? C'est le plus gros pari de son discours. Il y a un vrai risque que ça soit perçu comme de l'arrogance, comme vous dites. Voilà. Mais il parie sur l'inverse. Il parie qu'après une période de chaos, de trahison, la jeunesse a moins besoin d'un manager que d'un rock, de quelqu'un de prévisible. Je vois. Ces trois phrases négatives, ne plie pas, ne cache pas, ne trahit pas, sont une promesse de stabilité. Il ne dit pas ce qu'il va faire, il dit ce qu'il ne sera jamais, faible, lâche ou déloyal.
Il définit son leadership en creux, en fait, par ce qu'il refuse d'être. C'est exactement ça. Il ne vend pas un programme, il vend un caractère. Il est en train de construire sa propre légende. En direct, il dit: les institutions, c'est bien, les programmes, c'est nécessaire, mais à la fin, la garantie ultime, c'est moi. C'est mon caractère qui a été testé sous le feu. Voilà. C'est une performance de leadership à l'état pur. Et il termine par «Je suis à pied d'œuvre», ce qui ramène ce personnage presque mythologique à une réalité d'action immédiate. Le message est clair, le show est terminé, le travail commence. Quand on prend du recul, la construction est vraiment redoutable. Si je résume, on a un discours qui est une mécanique de précision. Il commence par capter la colère ambiante pour la légitimer. Ensuite, il la redirige contre un système abstrait pour ne diviser personne. Tout à fait. Il enchaîne avec des promesses d'action concrètes, ciblées, tout en gardant cette part de mystère pour maintenir l'intérêt. Et à la fin, il se pose lui-même en garant personnel de toute la construction. C'est une architecture discursive quasi parfaite. Chaque brique soutient la suivante. L'empathie du début rend le diagnostic crédible. Oui, le diagnostic justifie le plan d'action. Et la force de caractère qu'il affiche à la fin sert de caution à l'ensemble. Rien n'est laissé au hasard. On sent une maîtrise totale des codes de la communication moderne. C'est direct, émotionnel, mais aussi très stratégique. Un message calibré au millimètre donc, pour une génération qui se sentait complètement abandonnée. Et tout ça repose finalement sur cette fameuse obligation de livrer. Absolument. Et c'est là que tout se joue. Ce texte est puissant, mais c'est aussi une prise d'otage volontaire. Le président s'est lui-même enfermé dans cette obligation. Ce qui nous amène à la question qui reste en suspens, Une fois qu'on a refermé ce document, et qui est la seule qui compte au fond. que se passera-t-il si cette obligation n'est pas remplie? Après avoir placé la barre aussi haut, après avoir utilisé des mots aussi forts, après avoir transformé l'espoir en un quasi-contrat, Avec une jeunesse qui a tant sacrifié. quelles pourraient être les conséquences politiques, non pas d'un échec, mais simplement d'une déception? La colère qu'il a si habilement validée et canalisée pourrait bien cette fois se tourner contre lui, Et elle serait d'autant plus forte. d'autant plus forte qu'il a promis d'être différent de tous les autres. Le contrat qu'il propose est terriblement exigeant, surtout pour lui.